Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast The French Working Mom. Ce podcast s'adresse à toutes les mères ou celles qui souhaitent le devenir et à tous les pères qui cherchent à créer un nouvel équilibre entre carrière et paternité. The French Working Mom, ce sont toutes ces femmes qui gèrent leur carrière et qui voient leur vie chamboulée par leur nouveau rôle de mère. Qu'elles aient un enfant ou plusieurs, qu'elles luttent pour en avoir un, qu'elles aient un enfant malade ou handicapé, qu'elles soient en couple ou maman solo. Dans ce podcast, on parle de la vie, des multiples vies des mères qui travaillent, les working moms, de l'envie de s'investir dans son travail, sa maternité, son couple, sa vie sociale et de la difficulté de tout gérer. Comment font-elles pour allier ces rôles ? Comment trouver le fameux équilibre pour être satisfaite de la vie qu'elles mènent ? Ce podcast met en avant des working moms de tous horizons qui racontent et expliquent comment elles ont défini leur propre façon de vivre leur maternité. Je suis Myriam Levins, coach parentale, la créatrice de ce podcast. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour Capucine. Bonjour Myriam. Merci de m'accueillir chez toi. Aujourd'hui, on est dans une interview en couple, puisque ton mari est là. On va s'intéresser à la working mom que tu es, au working dad qui est Nicolas. Mais avant ça, j'aurais aimé t'interroger sur working girl que tu as été. Alors, tu as fait une école de commerce, Tout à un fait. échange aux États-Unis. Oui. Et tu as débuté ta carrière, donc tu es passé par EY, Natixis, American Express. Et j'ai remarqué que tu avais continué de te former en droit, en droit des affaires, en comptabilité, en finance. C'est ça, exactement. Mais t'as bien lu mon LinkedIn. C'est vrai. Et la question que je me posais, c'était de savoir si c'était une soif d'apprendre ou si c'était pour servir un projet professionnel. Je pense qu'il y a un petit peu les deux. Je pense que quand on est une femme et qu'on travaille, généralement, on recherche la crédibilité et que moi, il y a une partie de cette crédibilité qui passait par les diplômes. Donc, j'ai passé pas mal de diplômes. En effet, même quand j'ai travaillé, j'ai continué en parallèle à passer mes diplômes d'expertise comptable. Une fois que j'ai fait ma première école de commerce, je suis revenue pour faire un master spécialisé. Et en effet, ça me permettait d'asseoir ma crédibilité de cette manière-là. Ensuite, je pense que j'aime bien apprendre en général, même indépendamment des diplômes. Aujourd'hui, là, ça fait 1 an, j'ai débuté l'espagnol parce que j'avais envie d'apprendre l'espagnol. J'aime bien toujours continuer à apprendre des choses aussi. Je pense que c'est aussi un de mes traits de personnalité. Et est-ce que du coup, tu te projetais d'une façon particulière dans ta carrière On a tous des plans, oui, évidemment. Donc, quand j'avais repris le master spécialisé, j'avais une première expérience professionnelle dans tout ce qui était fusion-acquisition. Et justement, je me disais, j'ai pas assez de crédibilité dans ce secteur-là. J'ai envie aussi de gagner un peu en expertise parce que c'est pas un métier qui est intuitif, c'est assez technique. Et donc, j'étais repartie faire le master spécialisé à l'EM Lyon, en ingénierie financière. Et je suis revenue sur le marché. Je suis partie faire un VIE à New York, dans ce secteur-là. Et quand je suis revenue, c'était la crise. C'est l'époque où Lehman Brothers avait fait faillite. Donc, impossible de trouver un métier dans ce secteur-là. Donc voilà, je suis partie dans le paiement par pur hasard, par rencontre professionnelle. J'ai aimé les personnes que j'ai rencontrées. Je me suis dit, allez, on va partir dans ce secteur-là. Mais à la base, oui, c'était mon plan. À moi, à l'origine, c'était de rester en fusion-acquisition. D'accord. Ce qui n'est pas le cas actuel. Ok, d'accord. Et du coup, il y a eu aussi PayPal. Et aujourd'hui, tu occupes du coup le poste de chargé de l'activité mode et luxe chez PayPal. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi consiste ton activité ? Alors moi, je suis en charge d'un portefeuille de clients qui est dans ce secteur-là, le secteur de la mode et du luxe. Et j'ai développé une expertise dans ce secteur-là parce que ce sont des clients qui ont leur spécificité dans le monde du paiement, qui ont leurs demandes particulières, par exemple leur image de marque qui est extrêmement importante, donc ça peut avoir des conséquences sur leur manière d'intégrer le paiement chez eux. Donc je me suis spécialisée là-dedans. J'ai énormément de clients qui ont aussi une envergure internationale.
ce qui n'est pas si courant que ça en fait. La plupart même des pure players sont souvent très nationaux ou européens, ils sont rarement mondiaux. Donc je me suis aussi fait une expertise de ce secteur-là, donc je commence à être un peu connue pour mon expertise sur les contrats internationaux chez PayPal. D'accord. Donc ça veut dire dans ton quotidien, tu interagis avec des clients, tu leur proposes des solutions de PayPal. C'est ça mon objectif, c'est de les rencontrer, discuter avec eux, d'essayer de comprendre quels sont leurs besoins dans le domaine du paiement, qui est en fait un élément extrêmement important de l'expérience d'achat. C'est-à-dire que c'est la dernière partie, mais c'est la partie la plus importante parce que si le client ne peut pas payer facilement ou avec les moyens de paiement qu'il souhaite, eh bien, l'achat ne se fait pas. Donc on a réellement un rôle important à jouer, un rôle d'expertise, parfois un peu de consultant vis-à-vis d'eux, leur dire que ça ce serait mieux pour eux, on l'a déjà vu chez d'autres clients, ça fonctionne bien, ça leur permet d'augmenter leur conversion. PayPal dans le domaine, tout ce qui est international est vraiment devenu incontournable. Donc ça permet d'avoir des discussions extrêmement intéressantes. J'aime beaucoup quand... Ah, c'est sympa si les travaux commencent chez les voisins. J'aime beaucoup quand les clients me parlent de leur business model. Ça, c'est toujours un moment que j'adore, quand ils commencent à expliquer quels sont déjà, ça montre qu'ils ont confiance en nous. Donc ça, j'aime beaucoup cette relation-là et comprendre comment est-ce qu'eux font du commerce, comment ils vendent leurs articles, il y a toujours des petites anecdotes croustillantes, sympathiques à raconter. Donc ça, c'est vraiment le moment que je préfère. C'est vrai que le paiement, ça a été révolutionné ces 10 dernières années. Oui, et en fait, c'est un secteur qui n'est pas du tout connu. En école de commerce, rares sont les écoles de commerce qui forment au paiement. Il y en a une ou deux qui ont des modules sur le paiement. Donc, la plupart des gens qui sont dans le paiement actuellement sont arrivés un peu par hasard dans le paiement. Et généralement, quand on y est, on y reste parce que c'est vraiment super intéressant. Il se passe plein de choses. Il y a encore beaucoup d'innovations à venir. PayPal est une boîte qui est aussi elle-même très innovante. Donc, c'est très dynamique. Il y a énormément de choses à faire. Et donc, c'est une spécialité qui tend vraiment à se développer. Et du coup, le deuxième volet qui te concerne, c'est aussi ton rôle de maman. Puisque il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, presque 5 ans en fait, tu tombes enceinte. Alors déjà, ce désir d'enfant, comment il t'est venu ? Alors si on prend vraiment il y a très très longtemps, je crois qu'il n'y avait absolument aucun désir d'enfant. Vraiment pas du tout. Je pense même que la plupart de mes amis ont été très surprises quand je leur ai dit que j'étais enceinte, parce qu'ils me disaient c'est bizarre, t'as jamais voulu d'enfant en fait. Et je crois que c'était un peu une évidence avec Nicolas qui lui a déjà issu d'une famille très nombreuse, donc lui je pense qu'il a toujours voulu des enfants. Et en fait c'était une évidence. Je pense que je me suis pas du tout posé de questions. Il y a un moment on s'est dit tiens si on avait un enfant, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça devait faire 5 ans qu'on était ensemble à peu près. Et voilà. En fait, il n'y a pas eu vraiment une énorme discussion. Il n'a jamais fait pression sur moi ou quoi que ce soit. C'était évident que pour construire notre famille, on voulait avoir des enfants tous les deux. En 2015, tu tombes enceinte de Joachim. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ta grossesse ? J'étais très malade pendant ma grossesse. Toute ma grossesse, j'ai eu des nausées. Donc, Joachim est né avec presque un mois d'avance. C'est-à-dire qu'il était 8 mois, pratiquement, on va dire 7 mois, avec des nausées. Donc, c'était une grossesse assez difficile. J'étais mieux au travail, étonnamment, qu'à la maison, parce que du coup, j'étais concentrée sur ce que j'avais à faire. Alors, je pense que j'ai une petite baisse de performance quand même, on va être assez honnête. Parce qu'en étant aussi malade, c'était dur de se concentrer tout le temps. Mais ça me permettait au moins de passer ma grossesse de manière plus simple, parce que j'ai peut-être eu 2-3 jours d'arrêt. Et j'étais encore plus malade quand j'étais à la maison. Parce que là, je m'écoutais complètement. Et donc, j'étais mieux chez PayPal à l'époque. Et mes collègues ont été très compréhensifs. Ils voyaient bien à ma tête que c'était pas génial. Mais sinon, j'étais, mis à part ces nausées constantes, j'étais impatiente de le voir arriver. Et j'étais très heureuse de me projeter avec l'arrivée de ce petit garçon. Du coup, pendant cette grossesse, toi, il y avait quand même les tests classiques que tu as réalisés comme tous les parents aux 3 mois et puis par la suite. Est-ce que, du coup, pendant cette grossesse, tu avais des craintes particulières ? Je pense que comme toutes les mamans, j'avais évidemment peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant. J'avais peur Voilà, mais pas de manière démesurée. Je pense que c'était une crainte qui était assez raisonnable. Après voilà, j'ai fait les tests comme toutes les mamans, la clarté nucale, les radios. J'étais chez un radiologue plutôt reconnu dans le centre de Paris.
Je me souviens même que pendant mes radios, je leur ai posé des questions très précises pour savoir si mon enfant allait bien. On m'a répondu, vous inquiétez pas, tout va bien, madame. Pourtant, quand Joachim est né, il avait sa petite surprise à lui, puisqu'il avait un chromosome en plus et qu'il avait une trisomie 21. Une grosse surprise, parce que j'étais convaincue qu'à notre époque, c'était la chose qu'on détectait extrêmement facilement et qu'il n'y avait absolument aucune possibilité que ça puisse m'arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Et donc, généralement, quand je dis que j'ai eu la surprise d'avoir un petit garçon avec une trisomie 21, on me dit, mais on l'a détecté pendant la grossesse. À chaque fois, c'est la question qui arrive. Non, en fait, c'est encore possible aujourd'hui d'avoir, malgré un très bon suivi et de très bons professionnels, d'avoir une surprise et une trisomie 21 qui ne se détecte pas. Alors, il y a des tests qui existent, qui se font au niveau de certains hôpitaux, qui s'appelle un test d'ADN fœtal, exactement, qui permet de voir s'il y a une trisomie 21. Le plus précis, c'est la myosynthèse. Bon, il y a un risque de fausse couche, il faut aussi savoir, donc c'est pas négligeable. Donc, et puis, quand on vous décrit la myosynthèse, on n'a pas du tout envie d'en faire une. C'est assez violent. Voilà, c'est les 2 tests vraiment qui sont les plus précis. Sinon, les tests qu'on fait au quotidien, même malgré ce qu'on dit actuellement, il y a toujours un risque, en fait. Bon, qui n'est pas vraiment un risque, en fait, avec le recul. Et d'autant plus que toi, finalement, tu avais 32 ans quand tu es tombée enceinte. J'étais assez jeune. J'avais pas 25 ans. Il n'y avait pas de vigilance particulière de la part du corps médical. Donc, tu as fait les tests, on va dire, classiques à cet âge-là, en tout cas. Après, il y avait le test alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais celui où on fait les pourcentages de risque d'avoir une trisomie 21. Moi, il était assez élevé, mon risque. J'avais 1 sur 700. Mais en fait, j'appartenais à ce qu'on appelle cette zone grise, où en fait, on fait vraiment des tests complémentaires à partir de 1 sur 250. D'accord. Donc, on se disait, bon, oui, il y a un risque, mais bon, c'est 1 sur 700. C'est pas si important que ça. Tout le reste, c'était plutôt bon. Donc, on n'est pas. Et puis moi, quand j'ai posé la question à ma gynécologue, elle me dit non, mais il n'y a pas de risque particulier. Bon, voilà, on est parti confiant. Okay. On a fait confiance. Du coup, le jour J, tu accouches de Joachim. Comment se passe du coup la découverte de ton bébé et puis après la découverte du fait qu'il est porteur de handicap? Alors, le moment vraiment de l'accouchement, j'étais sous morphine, donc je pense que c'est plus Nicolas qui a réalisé que moi. Après, quand il jouait beaucoup avec sa langue, et donc ça, déjà, on a trouvé ça suspect. Les médecins ont trouvé ça suspect. Et quand on m'a mis mon petit garçon dans les bras, j'étais inquiète, évidemment, parce que je ne comprenais pas. Donc, on pensait juste que c'était qu'il y avait des éléments dans ses poumons, et donc on allait vérifier. Et bon, mais après, son regard était un petit peu différent de ce à quoi je m'attendais. Donc, je me souviens même avoir fait une blague à Nicolas sur ça, en disant, je trouve qu'il a un regard un peu d'enfant trisomique, Joachim. Et ça nous a fait sourire, mais je pense qu'on a quand même gardé ça dans le coin de notre tête tous les deux. Les médecins sont passés, ils ont fait des analyses, ils nous ont rien dit, ils nous ont dit que tout allait bien. Et donc, je suis remontée dans ma chambre de la maternité. Il devait être 5h du matin, je pense, quelque chose comme ça. Nicolas est rentré à la maison se reposer, il avait bien mérité aussi. Et vers 8h, 9h, le pédiatre est passé dans ma chambre. Et évidemment, moi, j'avais un doute. De toute façon, ce doute, je l'ai pas retiré. Donc, quand on m'a rapporté mon petit garçon dans ma chambre, ce qui était resté avec les auxiliaires pendant 2-3 heures, quand on me l'a amené, j'ai quand même regardé ses mains. C'était mon réflexe de regarder ses mains et de voir qu'il avait des mains complètement normales. Parce que souvent, ils ont des mains palmaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'ensemble des traits, des lignes au niveau de la main. Et lui, il avait tout ce qu'il fallait. Donc, je lui ai dit, bon, j'ai dû rêver, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Et là, le pédiatre est venu. Il a regardé mon fils. Il m'a dit, madame, est-ce qu'on vous a dit quelque chose? Et je regarde un peu surpris. Je lui ai dit, non, pourquoi? On aurait dû me dire quelque chose? Mais je trouve que cet enfant a la tête un peu ronde et les yeux un peu en amande. Là, je me penche, je regarde, et donc, vous pensez à quoi? Bon, une anomalie chromosomique. Et j'étais toute seule, je venais d'accoucher 3 heures avant. Ouais. J'étais pas très bien. Donc là, j'ai envoyé un texto à Nicolas en disant, je pense que le pédiatre vient de confirmer mes doutes, là. Et Nicolas venait tout juste de se réveiller. Je crois qu'il parlait avec ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il a eu le texto et il a débarqué aussitôt à la maternité. Et je pense qu'il était un peu sous choc aussi. Toi, Nicolas, du coup, comment est-ce que tu as vécu ces quelques heures? Finalement, c'est en l'espace de quelques heures qu'il y a eu...
En fait, le diagnostic n'a pas été posé tout de suite. Cette journée-là, en fait, ils nous ont alertés sur le possible problème, mais sans avoir de certitude, puisqu'ils nous ont parlé de faire venir un généticien pour observer. Ils nous ont fait pas mal de prises de sang, fait attendre que le cariotype revienne. Donc là, on savait qu'il y avait un souci, mais on ne savait pas encore d'une manière claire ce que ça pouvait être. Donc oui, c'est sûr que ça n'a pas été la journée la plus sympathique. C'était la panique totale. En plus, il avait chopé une infection mère-enfant, donc il était parti en néonate sous antibiotiques. Il avait la jaunisse. Non, c'était un peu la catastrophe à tous les étages cette journée. Donc, tu étais un peu dans l'expectative de voir la suite des analyses. Oui, c'est ça. Parce qu'après, on nous a transféré une demi-matinée. Ça un petit peu plus tard. C'était 2-3 jours après. Une fois que le diagnostic est tombé, il y a tout ce qui est pathologie associée, malformation cardiaque, malformation rénale. Et on était pendant les vacances de février, il n'y avait pas de cardiologue à l'hôpital, donc on avait été transféré en ambulance à Debray pour faire l'écho cardiaque. Et on vous explique que si ça va mal, il peut y avoir une opération les jours qui viennent. Donc oui, ça a été un enchaînement qui s'est déroulé. Un enchaînement de rendez-vous médicaux, de prise de sang, de diagnostic, et ça a duré une dizaine de jours. D'accord. Okay. Alors, effectivement, la trisomie, on en a tous une image ou une autre, mais on n'est pas forcément conscient de ce que ça veut dire, de ce que ça implique comme pathologie. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous vulgariser un petit peu ce que ça implique? C'est vrai qu'on parle de trisomie, on a tous une image de la trisomie, on a tous plus ou moins rencontré une personne qui était porteuse. Ça peut être dans notre enfance ou dans la famille. C'est la première anomalie génétique en fait qui existe, donc elle n'est pas rare, elle touche un enfant sur 700. Bon, sachant qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand c'est détecté, les femmes font souvent le choix d'avorter. Donc on a de moins en moins de naissances avec des enfants porteurs de trisomie. Mais enfin, donc ça pour dire que c'est une image, enfin les gens savent ce que c'est. Ou pensent savoir ce que c'est. Parce que souvent, on imagine des personnes avec un physique assez caractéristique et un retard mental. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est le plus petit chromosome du corps humain. Donc, c'est pour ça que c'est la seule trisomie qui est viable. Mais donc, ça aussi prend en compte énormément de gènes qui sont surnuméraires. Le fait qu'il y ait énormément de gènes surnuméraires, ça implique énormément en fait, de problématiques. Et de ce qu'on appelle les morbidités, c'est magnifique comme mot, mais énormément de morbidité, c'est-à-dire de pathologies associées. Donc il y a les malformations cardiaques, il y a un risque accru de leucémie, des malformations au niveau de la colonne vertébrale, les reins aussi, je crois, l'hypothyroïdie, c'est assez classique d'ailleurs, Joachim a une légère hypothyroïdie. Des malformations. Enfin, il y a énormément de types de malformations et de maladies qui peuvent. C'est des enfants aussi qui ont un système immunitaire plus faible, qui ont des problèmes de croissance. Et en fait, donc, souvent, on fait l'impasse sur tout ça. On pense qu'au retard mental, mais en fait, il y a énormément de difficultés. Notre petit garçon n'a beaucoup de chance, a pas beaucoup de ces morbidités. Il a une hypothyroïdie. Mais pour autant, il doit être extrêmement suivi parce qu'il peut avoir des problèmes au niveau des yeux. Donc, il va souvent voir un ophtalmologue qui est spécialisé, qui voit énormément d'enfants handicapés comme lui. Donc, il a les bons réflexes. Il peut y avoir des risques de cataracte, par exemple. Les enfants qui ont les paupières plus courtes, donc ils ont souvent des sécheresses au niveau des yeux. Ensuite, il y a le cardiologue, l'ORL, parce que souvent, ils ont les conductifs plus fins, donc plus de risque de bouchons. En fait, ce qui fait que Joachim a un parcours de santé qui est assez lourd. Au niveau, de manière régulière, donc toutes les semaines, il voit une orthophoniste, même 2 fois dans la semaine. Avant, il voyait une kiné. Actuellement, on a remplacé ça par un baby gym pour le rendre plus ludique. Il a un groupe aussi de petits enfants qui le suivent dans un camps. Et donc, il y a un petit groupe avec des éducatrices qui l'aident en fait à s'intégrer plus facilement dans un groupe et donc d'être plus facilement assimilé à l'école. La psychomote aussi, il est très jeune en effet, il a commencé à être suivi par une psychomotricienne parce que tout ce qui semble évident pour des enfants comme s'asseoir, pour lui ça l'est beaucoup moins. Donc il fait des exercices de renforcement, voilà, ce genre de choses.
Et ensuite, il y a tous les rendez-vous qui sont plus occasionnels, qu'on voit à peu près une fois par semestre, mais qui sont indispensables. Donc l'ophtalmo, le cardio, lui, il en a plus besoin. Il va à l'ORL, l'ostéopathe. Il va aussi à l'Institut Le Jeune de manière régulière. Donc avant, c'est tous les 6 mois. Maintenant, c'est une fois par an. D'ailleurs, on a le rendez-vous là, le 31 décembre. Et là, on fait des tests sanguins. Et on vérifie, on fait une sorte de révision générale de l'enfant pour voir où il en est de son développement. Il s'assure aussi qu'il a tout le suivi nécessaire au niveau annuel. Il se pose des questions aussi sur son inclusion sociale. Et puis en plus, ils ont les réflexes de regarder les choses qui concernent particulièrement les personnes porteuses de trisomie. Parce qu'en effet, si on va voir un médecin qui n'est pas du tout formé, pas sensibilisé, il y a des choses qu'il ne va pas regarder. Par exemple, le niveau de fer, qui souvent peut être plus faible chez ces enfants-là et qui pourtant est indispensable au développement intellectuel. Actuellement, dans les études de médecine, la trisomie, c'est quelques heures en fait du cursus. Parce qu'on part un peu du principe que la trisomie n'existe plus, qu'elle va être éradiquée. Et donc, on n'a aucune raison d'apprendre ce qu'est la trisomie et ce sur quoi il faut faire un focus lors des analyses médicales. Donc, c'est vrai qu'il y a un institut et on a beaucoup de chance d'avoir ça en France. L'Institut Le Jeune a été fondé par les héritiers en fait, du professeur Le Jeune qui a découvert la trisomie 21. Et donc le fait que ça existe en France et sur Paris, ça nous permet d'avoir des experts qui font des tests et physiques et intellectuels de notre petit garçon, qui donnent de très bons conseils. Là récemment, ils ont même ouvert une cellule liée à la gériatrie, parce que ce sont des personnes qui souvent avaient une espérance de vie plus faible, donc qui n'étaient pas réellement concernées par des problématiques de gériatrie. Et donc maintenant, comme ils sont bien plus prise en charge qu'avant. Il y a des personnes porteuses de trisomie 21 qui atteignent les 70 ans, 75 ans. Ils ont aussi un vieillissement qui est prématuré. Donc voilà, il y a vraiment toutes nombreuses raisons qui font que cette cellule de gériatrie a été développée et qu'on a la chance d'en avoir une sur Paris. Et du coup, je veux dire, ce suivi médical, enfin toutes les pathologies qui sont associées, vous en avez eu conscience dès le départ ou est-ce que ça a été au fil des rencontres avec des médecins ou avec des spécialistes mon accouchement, il a été à l'hôpital public de Neuilly, qui est absolument super. On a été très bien pris en charge par les professionnels, on était en néonat et les médecins ont été extraordinaires. Ils nous ont très vite orientés vers l'Institut Le Jeune. On a eu notre premier rendez-vous, Joachim avait quelques semaines, il était vraiment tout petit. Et on a rencontré Dr Ciotavalti, qui est un médecin vraiment formidable, qui est neuropédiatre, donc il y en a très peu, et très spécialisé. Et pendant notre premier rendez-vous, quand même, il nous a fait une liste assez exhaustive de toutes les pathologies de Joachim, potentielles chez Joachim. Donc c'était assez impressionnant, il y en avait quand même beaucoup, parce que j'ai dû oublier d'en citer quelques-unes. Mais elle a été extrêmement... Ce que j'ai aimé avec elle, c'était justement sa bienveillance, mais aussi sa transparence. C'est vraiment important parce qu'on a tendance à être très paternaliste. Souvent, les médecins veulent vous cacher des choses pour pas vous blesser. En fait, nous, on recherchait pas ça du tout. Nous, on voulait qu'on dise la vérité. On voulait faire tous les tests nécessaires pour notre petit garçon pour être sûr qu'il allait bien. Et elle était très cash. Ça a été avec beaucoup de bienveillance, mais voilà, ça c'est tout ce qu'on va devoir vérifier pour être sûr que Joachim va bien. D'accord. Et on est parti sur un marathon des rendez-vous qu'on a assumé tous les deux et on était quand même présents la plupart du temps tous les deux à tous les rendez-vous, à quelques exceptions près, mais on a plutôt géré les choses ensemble. Et du coup, je vais revenir vraiment quelques mois plus tôt. Quand vous apprenez du coup que Joachim est porteur de trisomie, comment se fait l'annonce auprès de la famille, des amis? Enfin, comment est-ce que vous communiquez dessus? Alors au niveau des amis, je pense qu'il faut repartir vraiment au moment où Joachim est né, la toute première journée, c'était assez glauque, on va dire, dans la chambre de maternité. On était tous les deux à se regarder, on était vraiment sonnés. Je pense qu'on entendait un peu les choses en stéréo. C'était assez étrange. On ne savait pas ce qui nous arrivait, on était très mal. Et on a vu ce petit garçon à côté de nous qui dormait et on comprenait pas. Vraiment, on était perdus. Et le deuxième jour, on s'est dit, c'est pas possible. On peut pas accueillir un enfant comme ça. On peut pas. Il est mignon, ce petit garçon, il est pour rien. Il va falloir qu'on prenne soin de lui.
Et donc, on va mettre un peu de joie dans notre vie. Et on a commencé à mettre de la musique, on a mis du Bob Marley, je me souviens. Et on a dit, il faut que ce soit gai, il faut que ce soit joyeux autour de lui. Et honnêtement, c'est pas l'annonce qui est facile à faire. Je pense que c'était même la chose la plus dure à faire, en fait. Pour moi, c'était même plus dur que l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire comment je vais annoncer ça à mes proches, comment je vais supporter leur regard, comment je vais supporter leur tristesse. Ça, c'était assez dur pour moi, en tout cas. Je passe pour Nicolas, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et en fait, on s'est dit, on veut que cet enfant soit entouré de joie et de bonne humeur. Donc, on n'a rien dit. On a tout gardé pour nous, on n'a parlé à personne. Déjà, moi, à la maternité, je voulais pas qu'il y ait un défilé. Donc, déjà, à la base, il y a eu la famille très proche qui est venue. Mais les amis, non. Donc, on a juste dit, tout va bien. On leur a envoyé des emails, des photos. C'était pas vraiment flagrant, ça se voyait pas là sur les photos. Donc, personne, tout le monde a dit bienvenue. C'est super. On a organisé une grande fête. Joachim devait avoir 3 semaines, je crois. On a fait une grande fête à la maison, on a invité tous les copains, il y avait plein de monde, on appelait ça la fête de bienvenue, c'était des portes ouvertes, tout le monde pouvait venir entre les 2h de l'après-midi et minuit. Donc les gens venaient, repartaient, et tout le monde a pris Joachim dans ses bras, tout le monde a fait la fête, a bu du champagne, était content. Et je crois que c'est une semaine après, où là j'avais préparé mon email bien longtemps en avance, c'était très dur à rédiger. Mais on leur a envoyé un email en leur disant, bah voilà, en fait il y a quelque chose qu'on a oublié de vous dire. En fait, Joachim a sa petite différence. Et on ne vous l'a pas dit parce qu'on voulait que vous l'accueilliez de manière la plus joyeuse possible, sans vous dire, ah, le pauvre petit garçon, allez pauvre, comment vous allez. C'était pas du tout ce qu'on souhaitait pour lui, ni pour nous. Et là, on a eu énormément de réactions, 95% très positives. Je me souviens même d'un commentaire d'un de mes amis qui m'a dit, dans mon email, j'avais dit, bah, Joachim, c'est comme tous les enfants, il va faire la même chose. Il fera du yoga et il fera les Paralympiques. Je me souviens avoir écrit ça. Et un ami qui me répond et qui me dit, Capucine, le yoga, c'est pas un sport olympique. Et ça m'avait fait rire. Il m'a dit, mais c'est exactement la réaction que je souhaite avoir, en fait. Des petites blagues, des petites réflexions sympathiques, et qu'on accueille mon enfant tel qu'il est, et qu'on fasse pas la différence avec un autre enfant, parce que ce sera exactement la même chose que pour tous les autres, avec évidemment un peu plus de suivi, beaucoup plus. En fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est exactement comme pour tous les enfants, avec plus d'inquiétude. Voilà, mais sinon c'est pareil. On fait la même chose, les mêmes jeux, on rigole de la même manière, on est juste plus inquiet pour lui. Oui, parce que du coup, nécessairement, quand toi tu étais enceinte, tu projetais un enfant rêvé. Ouais. Et du coup, comment tu as vécu cette transition-là d'avoir un enfant peut-être un peu différent de ce que tu avais imaginé? Ah bah les premiers jours, tout s'effondre. On se dit qu'il n'y aura rien de ce qu'on espérait va arriver. Parce que de toute façon, déjà on espérait avoir un enfant sans problème et on ne l'a pas. Donc tout le reste est forcément détruit. Et en fait, on va apprendre à vivre avec cette différence. Et on se rend compte qu'en fait, c'est exactement la même chose, qu'il n'y a aucune différence. J'ai fait exactement les mêmes choses que ce que j'avais prévu de faire. Parce que j'ai envie de dire, oui, mon enfant il est handicapé et est différent, mais j'ai aussi la chance que mon enfant ne soit pas malade. Et ça, c'est une grande chance, parce que j'ai évidemment rencontré énormément de personnes en fait, pendant un parcours aussi atypique que celui-là, et donc des parents avec des enfants malades, et c'est autrement plus difficile. Parce que voilà, oui, mon fils aura des difficultés, sa vie sera différente, mais il n'est pas malade, il va bien. Et donc, voilà, c'est une grande chance. Donc voilà, je me dis que je peux aller à la plage avec lui, je peux aller au parc d'attractions avec lui, je ne suis pas obligée d'avoir une sonde qui suit partout. Et donc voilà, c'est comme tous les enfants. Et je me souviens d'un commentaire justement à la maternité avec le docteur Gattel qui m'avait dit, je me souviens, il m'avait regardé, il m'a dit, mais ça fait de quoi l'avenir de mon fils? Et il m'avait regardé, il m'a dit, mais madame, c'est comme pour tous les enfants, en fait, vous allez apprendre en marchant, et tous les jours, vous allez construire quelque chose de nouveau, et je peux pas vous dire ce que sera l'avenir de Joachim, c'est pas possible. Et je l'avais regardé, désolée, en lui disant, mais je travaille qu'avec des fichiers Excel, moi je planifie tout, je comprends pas, moi je suis dans la planification, vous voyez, je suis incapable de pas planifier les choses, tout est un peu codifié chez moi, et vivre au jour le jour, je sais pas faire. Et il m'a regardé, il va falloir que vous appreniez. Voilà, ça va être votre vie maintenant. Et en effet, il avait complètement raison. Parce qu'en fait, même avec un enfant qui a une pathologie aussi connue une anomalie chromosomique aussi connue que la trisomie 21, aucun parcours ne sera semblable.
et tous les enfants seront différents. Et en effet, vous prenez un enfant bien portant et vous le mettez dans un placard, vous vous en occupez pas, il va pas bien évoluer. Et bien, pour la trisomie, c'est exactement pareil. Il y a des enfants qui seront bien pris en charge et qui évolueront bien, et d'autres qui seront moins bien pris en charge et qui évolueront moins bien. Et est-ce que du coup, dans ta jeunesse, avant d'avoir Joachim, tu avais eu des images de famille avec des enfants porteurs de trisomie? Oui, quand j'étais petite, il y avait des amis de mes parents qui avaient un garçon qui était plutôt un jeune homme, il avait peut-être 18 ans à l'époque, qui avait une trisomie 21. Et je passais mes étés à jouer avec lui. Donc en fait, je connaissais déjà la trisomie 21, sachant que la grosse différence, c'est que je pense que ce jeune homme c'était il y a 30 ans de ça, il n'était pas pris en charge de la même manière qu'aujourd'hui. Donc il n'avait pas forcément eu la même évolution que les enfants qui portent la trisomie 21 peuvent avoir aujourd'hui, c'est très différent. Là, aujourd'hui, on entend beaucoup de témoignages assez... Alors, c'est pas forcément la norme et la règle, mais d'enfants qui arrivent à devenir concertistes ou devenir instituteurs. Enfin, il y a toujours comme ça des success stories dont on entend parler. C'est tout ce qu'on souhaite à Joachim, évidemment. Après, ce sera peut-être pas ça sera peut-être différent, mais on sent quand même que derrière, il y a une prise en charge qui n'est pas la même et qui ouvre beaucoup plus de perspectives en fait, aux enfants handicapés. Et malgré la petite fille que tu étais à l'époque, quel regard tu portais sur sa mère? La merde... Moi, à l'époque, je pense que j'ai trouvé extrêmement courageuse et elle était très bienveillante vis-à-vis de son fils. C'était pas du tout la personne qui cachait son enfant, pas du tout. Mais pour autant, je sentais que c'était difficile pour elle et que parfois, peut-être qu'elle le prenait un peu comme une sorte de fardeau dans sa vie, qu'elle aurait pu faire d'autres choses de sa vie si elle n'avait pas eu cet enfant handicapé. Alors que moi, je le vis pas du tout de la même manière. Je vis ma vie telle que j'ai toujours eu envie de l'amener. Et Joachim ne m'empêche pas de faire quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est la grosse différence. Est-ce que du coup, tu penses que ça a été une forme d'anti-modèle, c'est-à-dire de créer une maternité je pense qu'on vit différente? à deux époques différentes et qu'elle n'a pas du tout le soutien que moi j'ai pu avoir. Déjà, j'ai beaucoup de chance de vivre à Paris. Donc on est très entourés. On a un suivi médical qui est exceptionnel. On rencontre des professionnels incroyables pour lesquels j'ai énormément de respect parce que on sent qu'ils aiment leur métier et qu'ils apportent tellement. Parfois, je me sens toute petite à côté d'eux, j'apporte pas grand-chose. Eux, ils apportent énormément et ils y croient et ils ont cette énergie. Elle n'a pas eu tout ça, cette femme-là. Donc, moi, je suis très chanceuse. Donc, effectivement, l'époque est différente. Ouais. Donc, peut-être aussi que tes craintes que tu avais de par des modèles de ton enfance sont peut-être tombées peu à peu. De par le corps médical, de par l'association, la fondation Jérôme Lejeune, de par peut-être aussi t'es sur Instagram, t'es tout à fait 2.0 et je sais que tu communiques aussi sur votre vie, sur votre quotidien et que ça t'a permis certainement de rencontrer des familles aussi qui parcourent des expériences similaires aux vôtres. Est-ce que cet entourage-là t'aide aussi à imaginer une vie qui te convienne? Alors, c'est vrai que la toute première image que j'ai de notre vie avec Nicolas, c'était que quand on serait âgé, on aurait un enfant complètement dépendant de nous, tout le temps chez nous, à la maison. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais c'est pas la vie que j'avais rêvée, c'est pas ce que je voulais. Même si avoir mes enfants à la maison me fait plaisir, je pense pas que c'était exactement ce que j'envisageais. Et en fait, en rencontrant énormément de personnes, en effet, via Instagram, Joachim a son petit compte sur Instagram qui marche pas mal, qui permet de le faire connaître un petit peu, de faire connaître le handicap en général. Ça permet d'avoir de belles rencontres. De voir des témoignages d'enfants ou de jeunes hommes ou de jeunes filles aujourd'hui et de se rendre compte que l'image que j'avais de mon futur avec Joachim est complètement faux. Que souvent ce sont des jeunes qui arrivent à être autonomes, qui arrivent à avoir un métier, qui sont extrêmement heureux dans leur vie. Et tout ça dépend aussi de leur entourage, de leur famille, qui sont des gens extrêmement dynamiques. Et ouais, ça fait
Instagram et aussi tout le corps médical, l'Institut Jeune, on a eu énormément de rencontres magnifiques. Et j'envisage plus du tout l'avenir de la même manière. Je pense que mon petit garçon plus tard aura sûrement son métier, sera autonome, il aura ses amis. Je suis sûre qu'il aura une petite amie qui sera géniale. Et oui, évidemment, il faudra qu'on soit toujours là autour de lui pour l'entourer, le conseiller, s'assurer que tout va bien. Et en même temps, j'ai aussi énormément d'espoir vis-à-vis de l'évolution scientifique. Ce qui se passe avec l'Institut de Jeunes est assez incroyable. Ils ont des programmes de recherche extrêmement prometteurs, en partenariat avec beaucoup d'universités en Europe et dans le monde, qui fait penser que potentiellement la trisomie n'est pas forcément éternelle, quoi. Enfin, et peut-être qu'on n'arrivera pas à enlever le 3e chromosome de mon fils, mais au moins à atténuer l'expression de ce chromosome surnuméraire. Et il y a des belles pistes actuellement, donc qui font que si ça fonctionne, il développera une intelligence un peu plus proche de la normale et qui pourra avoir une vie la plus normale possible. C'est tout ce que je lui souhaite. Du coup, sur cet aspect personnel, on a parcouru là quelques années, mais toi finalement, après le congé maternité légal, tu es retournée au travail. Et là, encore, comment s'est passé le retour? Est-ce que tu as choisi d'en parler? Et si oui, comment tu en as parlé? Alors c'est vrai que j'étais très contente de retourner au travail, comme beaucoup de mamans après un premier enfant. C'est souvent bien plus fatigant que ce qu'on pensait. J'étais partie avec un tas de livres énormes en me disant super, j'ai enfin avoir le temps de lire tous ces livres que je n'ai pas le temps de lire au quotidien. C'est complètement faux. J'ai rien ouvert. Et en plus, avec Joachim, encore moins, parce qu'il y avait énormément de suivi médical. Donc, j'étais très contente de revenir au travail. Après, je me suis dit, c'est la même chose, il va falloir que j'informe mes collègues de ce qu'a Joachim. C'est pareil, il y a énormément de réflexions de mon côté. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour annoncer la nouvelle? Et en même temps, je n'ai pas envie que les gens me voient en disant, ma pauvre, c'est affreux ce qui t'arrive. Les gens sont bienveillants, ils pensent, mais en fait, c'est pas facile de réagir face à ça. Même moi, honnêtement, je pensais savoir comment réagir, et en fait, j'ai une de mes amies qui m'a un jour annoncé le handicap, c'est pas un réel handicap, mais les petits soucis de santé qu'avait son fils, et j'ai pas su comment réagir parce que je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi. Et c'est très difficile, et en fait, il faut toujours se mettre à la place des gens et se dire, ils savent pas comment réagir, ils essayent de faire au mieux, mais c'est pas facile. Et donc, je me suis dit, je vais leur envoyer un mode d'emploi. Et donc, j'ai envoyé un email à mes collègues en leur disant, voilà, ça c'est notre aventure. Joachim, je ne vous ai pas informé, mais en fait, il est né avec sa petite particularité. Maintenant, vous allez certainement vous demander comment réagir. Et voilà, faut que vous fassiez ça, faut que vous fassiez ça, faut que vous fassiez ça. En gros, vous apitoyez pas sur mon sort, tout va bien. Joachim est un petit garçon en pleine santé. Il est exactement comme les autres. Demandez-moi des nouvelles pour comment ça se passe à la crèche, quel jeu il aime bien faire, mais ne me demandez pas de nouvelles sur son parcours médical parce que c'est pas exactement ce dont j'ai envie de parler. Si vous me voyez au travail le soir, vous dites pas Capucine, venez pas me voir en me disant Capucine, rentre à la maison, t'as ton fils à t'occuper, parce que si je suis au travail, c'est que quelqu'un s'en occupe et s'en occupe très bien. Et j'avais pas envie d'avoir ce genre de réflexion parce que c'est vrai que c'est un peu un réflexe quand on a un enfant handicapé, la plupart des gens vous disent alors tu travailles à temps partiel. Et moi non, je travaille pas à temps partiel. Et des fois ça me fait culpabiliser. Je me dis peut-être que je devrais en fait, peut-être que je devrais être en temps partiel et m'occuper plus de mon fils ou bon, je vais trouver un autre type d'arrangement. Mon fils a tous les soins dont il a besoin. Il a une super nounou et pour autant qu'il l'emmène à ses soins toutes les semaines et pour autant je suis pas du tout dans la délégation complète. C'est-à-dire qu'avec Nicolas, une fois sur deux, c'est l'un d'entre nous qui allons et je prends sur mes congés. Et voilà, j'ai une partie de mes congés qui part comme ça et voilà, chacun fait ce qu'il veut de ses congés. Moi, je suis avec mon fils au centre et je suis très heureuse d'être avec lui. Donc voilà, c'est mon organisation à moi. J'avais pas envie d'être à 80%. J'aime mon travail donc c'est vrai que je fais l'impasse sur d'autres choses parce qu'en dehors de mon travail et de mes enfants, on a très peu de temps, voire pas du tout de temps personnel. Mais en fait, je le vis très bien parce que j'ai pas eu mes enfants à 25 ans, donc j'ai eu le temps d'en profiter avant. J'ai beaucoup voyagé avant. On sortait énormément avant quand on était à deux. Voilà, beaucoup moins aujourd'hui. On continue de le faire, mais beaucoup moins. Mais j'ai aucune frustration parce que je l'ai vécu ça. Donc maintenant, voilà, c'est un temps pour mes enfants. D'accord. Et pour donner une idée concrète du temps qui est consacré au suivi médical de Joachim, ça vous prend
combien de temps par semaine ou combien de temps par mois? Oh là là, c'est difficile de le dire. Parce qu'en fait, il y a les choses évidentes comme le rendez-vous en tant que tel. Donc, Joachim, on va dire qu'il va avoir à peu près peut-être 4 heures de suivi médical par semaine, à peu près. Bon, si on compte le baby gym qui remplace la kiné, parce qu'on sait toute la kiné, mais entre 3 et 4 heures par semaine, sachant qu'on a quand même une super nounou géniale qui l'emmène au quotidien dans ses différents rendez-vous. Mais après, il y a tout le reste, en fait. Les petites choses qui sont cachées, qui font que ça nous prend aussi beaucoup de temps. Par exemple, Joachim, pour lui, manger, c'est très compliqué. C'est plutôt Nicolas qui s'en occupe. C'est son petit rôle à lui. Enfin, son grand rôle à lui. Mais voilà, c'est compliqué. Il a un appareil buccal à mettre tous les jours. Donc ça, faut y penser. En fait, tous les jeux de Joachim sont sous l'angle de la rééducation et de l'éducation. Et c'est ce temps-là qui prend, voilà, qui est dur à comptabiliser, mais qui au quotidien est prenant. Après, tout ce qui est administratif, il y a forcément toujours des choses à gérer avec Joachim. Et que ce soit pour penser à prendre les rendez-vous à l'avance, penser à bien réserver le taxi pour quand il va au camps. Voilà, ce genre de petits trucs qui peuvent aussi prendre du temps. C'est pour ça que quand il y a un professionnel qui est pas fiable, c'est difficile pour nous parce qu'en fait, c'est autant de choses à gérer en plus. Et donc, c'est ça que c'est arrivé un petit moment où on avait du mal à gérer un des professionnels qui était un petit peu genre, je peux pas, à telle heure, pas à telle heure. Et on lui a dit tout de suite, avec nous, ça sera pas possible, quoi. Enfin, il faut absolument que ce soit la même heure parce qu'il y a tout le reste aussi à gérer. Et ça devient compliqué si on ne sait pas trop sur quel pied danser. Finalement, la conciliation vie pro, vie perso, tu réussis à la faire avec ton mari, ta nounou, et puis aussi un corps médical sur lequel tu puisses compter pour être stable et fiable. C'est ça. Exactement. En fait, c'est un énorme travail d'équipe. C'est tout le monde est concerné, tout le monde joue son rôle. Et je suis un petit peu plus le chef d'orchestre. C'est un peu ça mon rôle. Et Nicolas aussi, quand même. En fait, on se répartit énormément les choses. Et on va dire vraiment sur ce qui concerne Joachim, c'est vraiment du 50-50. Nicolas intervient énormément. C'est que là, c'est surtout moi qui parle. mais Nicolas joue un rôle énorme dans le suivi de Joachim et aussi Zoé, sa petite sœur. Il faut aussi en prendre soin. Et voilà, on a un beau travail d'équipe avec les professionnels, avec l'école maintenant aussi. Et c'est hyper important de bien s'entourer. En fait, c'est comme au travail, c'est pareil. C'est la même chose. Il faut être avec les bonnes personnes. Et je pense que c'est le cas, et c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre. Et c'est vrai que des fois, le moindre petit gravillon fait que il va falloir se réajuster. Et ça arrive, c'est la vie, c'est normal. Un professionnel qui part et qui décide de continuer sa carrière dans un autre secteur, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Typiquement, l'orthophonie, Joachim, comme c'est très compliqué pour lui l'alimentation, actuellement, on travaille sur tout ce qui est désensibilisation de la bouche. Il y a très peu d'orthophonistes qui sont formés à ça. Donc, j'ai mis 6 mois à trouver quelqu'un. Une jeune femme qui était vraiment formidable. Elle l'a suivie pendant quelques semaines parce qu'après, elle a décidé d'arrêter le libéral et de partir travailler dans un centre dédié aux enfants handicapés, ce qui est juste, j'admire beaucoup ce genre de choix. Et donc voilà, sa collègue a pris le relais. Mais j'avais mis 6 mois à la trouver parce qu'une orthophoniste qui connaît cette spécificité-là, qui est capable d'accompagner des enfants qui ont une trisomie et qui donc souffrent d'hypotonie, tout le monde n'est pas formé à ça. C'était... c'est un gros travail d'orchestration. Alors, pour passer la parole à Nicolas, toi aussi, au niveau retour au travail, conciliation vie pro, vie perso, comment ça s'est orchestré justement? Déjà, le retour au travail était plus rapide parce que on avait 10 jours. Avec les 10 jours, en fait, Joachim est resté 10 jours à l'hôpital. Donc, les 10 jours de congé paternité, je les ai pris tout de suite pour rester à l'hôpital. Il n'était pas question que je retourne au travail tant qu'il était à l'hôpital. Je me souviens d'une anecdote, je pense que c'était après 2 semaines, donc je venais de retourner au travail. J'étais chez un client avec qui je m'entends très bien. Et il me demande comment ça s'est passé, combien de temps vous êtes resté à l'hôpital. Et là, je lui dis 10 jours. Et en fait, il a mal compris, il me fait une blague, il fait non, ça c'est parce que vous êtes un gros feignant. Je vous ai pas demandé votre congé paternité, mais combien de temps vous êtes resté à l'hôpital? Je dis non, j'avais bien compris la question, c'était 10 jours. Et j'ai fondu en larmes.
Et c'était, je crois que c'était mon premier jour de reprise du travail. Et là, il s'est senti mal, et puis je lui ai expliqué pourquoi, et je n'avais pas de soucis, mais oui, non, ça n'a pas été évident. Voilà, c'était la reprise après les 10 jours. Et c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'absence pour accompagner Joachim à tous ses rendez-vous médicaux, parce que c'était que le début, et qu'au début, il y a eu énormément de rendez-vous. Et alors, pour replacer les choses dans leur contexte, toi, à cette période de ta vie, tu occupais quel poste? Tu étais dans quel milieu? Alors, moi, à l'époque, j'étais expert comptable commissaire aux comptes, et j'étais, je sais si je venais juste de passer associé au sein du cabinet auquel j'exerçais. Je suis resté 15 ans dans ce cabinet, et je devais être à ma 11e année. Je venais juste de passer associé dans un cabinet d'audit. On a vu que l'organisation a été quand même assez lourde autour des suivis médicaux de Joachim. Il y a aussi un aspect émotionnel. Je pense que il y a des bonnes nouvelles et puis parfois des moins bonnes. Comment est-ce que tu as réussi à gérer ça en parallèle d'un job qui était quand même très prenant Alors, est-ce que j'ai réussi à le dire? Je suis pas convaincu. Je pense que le plus dur, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est d'enchaîner les bonnes, les mauvaises nouvelles, le stress d'avoir potentiellement une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est vraiment cet ascenseur. Je me souviens qu'à l'hôpital, chaque fois que vous voyez un médecin, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas si ça va être une bonne nouvelle, une mauvaise. Et ça, nerveusement, c'était le plus épuisant. Pour moi, c'est vraiment cet ascenseur émotionnel qu'on fait moins, mais à chaque fois que vous voyez un médecin, il y a toujours ce stress de savoir qu'est-ce qu'il va vous dire, et qui est compliqué à appréhender. Comme Joachim a vraiment beaucoup de mal à manger, on essaie de toutes les pistes possibles, dont l'une qui peut être la piste psychologique. Ce qui est difficile avec un enfant. À l'époque, il avait 2 ans. C'est très compliqué. Donc, on a vu la psychologue du CAMPS qui nous pose plein de questions, qui voit Joachim et Joachim à l'époque. Les seuls mots qu'il savait dire, c'était alors un gros mot qu'il avait dû nous entendre dire, qui n'est pas terrible, et comme beaucoup d'enfants, caca. Ah oui, cassé et caca, les deux. Donc, cassé. Cassé. Tout était cassé. Voilà, il savait dire ça. Donc, voilà, c'était... et la psychologue en a déduit que Joachim pensait que lui aussi était cassé et que donc il s'acceptait pas très bien et que comme il s'acceptait pas bien, il voulait pas manger. Donc on sort de ce rendez-vous-là, pas extrêmement non plus convaincu par ce qu'elle nous avait dit, mais quand même ça fait du mal de dire que potentiellement votre petit garçon a conscience de son handicap et qu'il a du mal à l'accepter. Ça peut être une réalité, en fait. À 2 ans, on a quand même du mal à savoir si c'est vrai ou pas, et on se projette et on dit peut-être qu'à l'avenir, on a tous cette idée-là, qu'on se dit, mais est-ce qu'il s'acceptera plus tard? Et on sait très bien que c'est très difficile pour les enfants handicapés de s'accepter tels qu'ils sont. Donc forcément, on sort de ce type de rendez-vous, on n'est pas bien. Nous, on avait prévu de retourner travailler aussitôt. Et toi, tu étais retourné au travail, et je crois que ça avait été assez mal perçu, le fait que tu arrives un peu en retard. Et je crois que c'est un petit peu ça qui a fait que tu t'es dit, je crois que j'arrive un peu au bout de mon aventure et il faut que j'envisage autre chose. Moi, de mon côté, c'est vrai que ça a toujours été... je pose ma demi-journée, on sait très bien la plupart du temps pourquoi je pose ma demi-journée. Et quand je reviens, les gens sont toujours extrêmement bienveillants. J'ai énormément de chance pour ça. Je travaille dans un milieu où les gens ont tous le même âge, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils ont tous des enfants en bas âge, ils savent très bien que c'est pas facile. Donc c'est vrai que parfois j'ai le droit à des petits commentaires, mais ils le prennent bien, mais des petits commentaires genre ah t'as pris ton après-midi, super, alors qu'est-ce que t'as fait de beau? Ben j'étais au centre médical en fait. Ah oui c'est vrai. et moi ça les fait sourire quoi, parce qu'ils savent très bien que je suis extrêmement ouverte sur le sujet. Je cache jamais le handicap de mon fils, dire sinon je n'aurais pas un compte Instagram. J'ai déjà fait un post aussi sur LinkedIn pour parler de ça. Je pense qu'il faut être extrêmement ouvert sur le sujet parce que c'est en étant ouvert que les gens sont le moins mal à l'aise et en parlent le plus facilement aussi. Comme elle n'a pas de problème, autant en parler avec elle, il n'y a pas de souci. Et ça permet aussi de briser un peu les tabous qu'il peut y avoir sur le handicap, parce qu'on parle parfois un peu de l'inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. C'est un sujet extrêmement important, mais on parle extrêmement peu en fait de l'inclusion des parents qui ont un enfant malade ou handicapé. Et justement, alors...
ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que dans une entreprise, il y a tout type de salariés. Enfin, chacun peut passer par des phases assez différentes ou avoir une situation particulière. Et justement, dans ce poste, tu parles de l'inclusion des salariés qui ont des enfants porteurs de handicap. Toi, pour l'avoir vécu, pour le vivre, selon toi, qu'est-ce que l'entreprise pourrait apporter aux parents pour leur faciliter la vie? En fait, c'est toujours, oui, en effet, au choix de l'entreprise. Les entreprises n'ont pas forcément les mêmes capacités. Parfois, ça peut être compliqué sur l'organisation, et ça, j'en suis parfaitement consciente. En fait, principalement de la bienveillance. C'est pas forcément dire je donne de l'argent en plus, je donne des jours en plus, c'est pas ça, pas que ça en tout cas. Si elle le fait, très bien, mais si elle le fait pas, c'est pas grave. C'est juste essayer de comprendre que parfois vous pouvez venir d'un rendez-vous et être un petit peu plus voilà, pas dans le mood, que parfois vous allez devoir vos jours de congé vont partir en partie sur les soins de votre enfant, et être juste bienveillant, avoir un petit mot gentil. Moi, je sais que ça arrive très souvent avec mon chef, que j'apprécie énormément pour ça. C'est quand je reviens, j'ai toujours un petit mot. Genre, comment ça s'est passé avec Joachim? C'est pas grand chose, mais ça fait du bien, en fait. Et comprendre que voilà, la vie des parents, s'ils arrivent un tout petit peu en retard parce qu'ils avaient un rendez-vous qu'on essaie de placer à 9h du matin parce qu'on voulait pas trop, et qu'on arrive à 10h, peut-être pas faire une réflexion. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui abusent, hein, je sais pas, chacun fait comme il veut et comme il peut aussi. Mais juste avoir conscience que avoir un enfant handicapé ou malade à gérer, au quotidien parfois c'est pas forcément simple, qu'on doit se réveiller un peu plus tôt, que le peu de temps libre qu'on a c'est dédié à ça, et que voilà, physiquement ça peut être un peu sportif parfois, quoi. Nous on a énormément de chance parce que déjà on est sur Paris, donc on a beaucoup de médecins et de professionnels disponibles, donc on galère pas trop pour ça, un petit peu dans les transports, mais c'est pas non plus infaisable. On a la chance d'avoir une super nounou qui nous aide. C'est pas le cas de tous les parents. Il y a des parents qui ont beaucoup moins de chance que nous, qui parfois, quand on a un enfant handicapé, ça amène souvent à des divorces, parce que la vie couple est plus compliquée, l'acceptation est difficile parfois, il y a plein de scénarios différents qui font que les parents se séparent, et donc parfois il faut gérer seul un enfant malade. C'est difficile. Donc voilà, peut-être être un peu plus tolérant, et se dire que parfois ils le font pas exprès, quoi. C'est juste ils ont besoin de plus de flexibilité. J'ai déjà vu des témoignages où les parents disent moi par exemple il faut que je commence plus tôt pour partir plus tôt aussi pour aller récupérer mon enfant ou pour l'emmener à des soins et tout. Juste accepter que ce soit cette flexibilité dans l'organisation, parce que c'est pas tout le monde qui va demander ça, et que tout le monde est concerné par le handicap. C'est pas parce à un instant T tout va bien, c'est triste, mais parfois un de vos enfants peut tomber malade, peut avoir un accident, et vous vous retrouvez dans la même situation que cette personne. Et là, vous dites, en fait, j'étais un peu bête de ne pas lui accorder plus de flexibilité, parce que moi, maintenant, j'en ai besoin aussi. Pour toi, Nicolas, la conciliation, comment elle s'est faite? C'était assez compliqué, pour plusieurs raisons. Parce que, la première, c'était lié au métier que j'exerçais, où, mine de rien, on a quand même une responsabilité civile et pénale, et où il y a beaucoup de pression, plus ou moins importante, mais à partir du moment où j'étais passé associé, je me retrouvais avec cette responsabilité pénale. Et sur ma dernière année de carrière, j'ai touché du doigt à ce que ça pouvait correspondre. On était une petite structure, donc forcément ça demandait une implication très importante. J'avais 2 associés principaux, dont un qui est un drogué du travail, je peux pas le dire, qui reste tous les jours jusqu'à 20h, 22h, enfin jusqu'à 20h, c'était quand il prenait son après-midi, il restait jusqu'à 20h, mais sinon c'était 22h. Tous les week-ends, il était au bureau, et qui avait du mal, et je peux comprendre, à accepter qu'on ne fasse pas comme lui. Et donc moi, avec l'arrivée de Joachim, et ce que ça entraîne, déjà l'arrivée d'un enfant, je pense sans les difficultés, fait relativiser certaines choses et réorienter certaines priorités. L'arrivée de Joachim avec ses particularités m'a fait encore plus, j'avais encore plus de contraintes
et j'ai encore plus pris du recul sur certaines choses. Et donc, ça devenait de plus en plus compliqué. Et l'année dernière, j'ai à peu près atteint un point de non-retour. Ou alors, pour remettre dans le contexte, moi je suis tombé malade, j'ai attrapé une mononucléose et j'étais complètement KO pendant 3-4 mois, mais où j'avais une insuffisance. Enfin, je vivais en plus avec des complications de cette mononucléose. On préparait l'entrée à l'école de Joachim et ça se passait pas à l'époque ça se passait pas très bien. On avait rencontré les directrices de l'école publique dont il dépendait, le rendez-vous s'était mal passé donc on voulait pas qu'il aille là-bas. On postulait à plusieurs écoles et on refusait de nous recevoir. Et moi en parallèle j'avais une grosse mission qui s'était pas très très bien passée. Et au final je me suis retrouvé en novembre et j'avais l'impression que rien n'allait. Et donc là j'ai pris la décision de stopper, de réorienter mon activité professionnelle. Et depuis, tu as changé d'entreprise, tu as changé de fonction. J'ai changé de secteur d'activité, de fonction, de tout. Donc, comme j'étais associé, donc j'ai revendu mes parts. Je leur ai annoncé fin décembre. Ils m'avaient demandé de réfléchir jusqu'à janvier. Mais j'ai dit que ma décision était prise. Enfin, mais j'ai quand même réfléchi pendant les vacances de Noël. Et j'aurais dit que non, je confirmais que j'arrêtais après les grandes vacances. Donc à l'époque, j'avais rien. Enfin, j'avais pas de piste, j'avais rien, mais je savais que c'était plus tenable. Que moi, physiquement, je tenais plus, nerveusement, je tenais plus. Donc, il fallait du changement. Et donc, alors, peut-être, je sais pas comment dire ça, mais en fait, j'ai jamais été inquiet pour trouver un job. Peut-être que ce que j'ai évolué dans un secteur d'activité où, de toute façon, il y a pénurie, donc. Je me dis, dans le pire des cas, si je trouve rien au bout de 9 mois, je pourrais y retourner et pas aux mêmes fonctions en redescendant. Donc ça fera baisser le niveau de stress d'implication, ça sera provisoire. En fait, je savais que si un salaire, je ne me retrouverai jamais sans salaire. Si demain, je me retrouve au chômage, je sais que je peux retourner dans mon ancienne profession et je trouverai un emploi. Je pense qu'en moins d'une semaine, j'ai un emploi. Donc ça c'était pas une pression. Il y a des secteurs d'activité où je peux comprendre que se retrouver sans emploi, ça peut être compliqué de retrouver. J'ai eu la chance que ce ne soit pas mon cas. Et donc là, j'ai postulé, alors pour la petite histoire, j'avais postulé il y a quelques années à la Cour des comptes, où j'avais été pris, et finalement, j'avais décliné au dernier moment pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec le contexte actuel. Et finalement, ça avait toujours été un regret. Et donc, quand j'avais pris la décision de partir, j'ai postulé. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai repostulé à la Cour des comptes. Et finalement, ça s'est bien passé. Et puis, donc maintenant, je suis dans le secteur public. Et du coup, en termes d'environnement de travail, ça te paraît plus conciliable avec ta vie de papa? Ça n'a rien à voir. Sincèrement, ça n'a vraiment plus rien à voir. Le niveau de stress n'a rien à voir. Le niveau de responsabilité également. Le travail est tout aussi intéressant, ce sont d'autres problématiques. Et oui, effectivement, c'est beaucoup plus conciliable. J'arrive à concilier et à m'éclater dans les deux parce que je suis sur des problématiques qui me plaisent, j'aime bien, il y a une bonne ambiance. Il y a aussi l'aspect changement. Au bout d'un moment, il y a peut-être une lassitude et de se remettre en cause surtout, se réapprendre des choses, rencontrer de nouvelles personnes, sortir de cette routine. Inconsciemment, je pense que ça fait du bien aussi. Je pense que, indépendamment de tout, le changement permet de redistribuer les cartes. Et de faire un peu de rafraîchissement, de plus de légèreté. Plus de légèreté, une remise en cause de beaucoup de choses, repartir sur une nouvelle base. Et vraiment, le changement en tant que tel, je pense qu'il a fait beaucoup de bien également. Alors, tu as parlé aussi des difficultés que vous aviez eues à scolariser Joachim, parce que l'an dernier, il a eu 3 ans, donc l'âge de l'entrée en maternelle. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, votre parcours pour le scolariser? Donc, le parcours, donc à 3... l'année dernière, on commençait à chercher une école. Donc, nous, on avait quand même conscience des particularités de Joachim, et on voulait qu'il soit le mieux accueilli possible. Donc la première chose, en fait, quand on parlait de l'enfant parfait,
On a une petite école publique dans le coin. On a toujours rêvé qu'il aille là-bas. Il y avait une petite impasse. Et une belle école. Et donc, c'est la carte scolaire, on dépend de cette école. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était d'aller postuler, s'inscrire à la mairie. Mais par contre, on a demandé à rencontrer la directrice. Là, je vais être honnête, l'accueil n'a pas du tout été à la hauteur de nos espérances. Globalement, elle nous a dit je le prends parce qu'il est sur ma carte scolaire et que j'ai pas trop le choix. Donc là, on s'est regardé, on a fini l'entretien et on s'est dit bon, s'il n'y a pas d'autre solution, il ira là, mais c'est vraiment, il faut qu'on trouve autre chose. Donc là, on a commencé à postuler à d'autres écoles, mais plutôt privées, parce qu'on est plutôt partant pour l'école publique. On a postulé à plusieurs écoles privées et plusieurs nous ont dit non, qu'ils étaient complets. Sauf qu'on a appris, parce qu'on a des amis qui postulaient dans les mêmes écoles après nous, qui n'étaient absolument pas complets. Et donc, en fait, une fois, j'ai parlé avec la directrice de la crèche de Joachim et je lui ai demandé un conseil. Et elle m'a conseillé de postuler une petite école, beaucoup plus familiale, auquel on n'avait pas forcément pensé. Et j'ai écrit à cette directrice, j'ai essayé d'aller l'appeler. Et elle nous a demandé un temps de réflexion, mais qu'elle était complète, mais que le cas de Joachim pouvait l'intéresser, mais qu'elle voulait... elle m'a posé toute une série de questions, si elle pouvait contacter les professionnels pour voir quel était son niveau, comment l'adapter au mieux. Et elle a dit, je vous donnerai une réponse, mais je prends une décision en toute connaissance de cause. Et donc, après coup, on a su qu'elle avait... contacté tous les professionnels qui suivaient Joachim, on avait parlé à son équipe enseignante, et elle nous a reçus 2 fois, mais ça a dû prendre 1 ou 2 mois entre le moment où on a postulé, et elle a dit qu'elle voulait accueillir Joachim en toute connaissance de cause, et elle a ouvert une place supplémentaire pour lui dans son école. Et ça se passe cette année au-delà de mes espérances. Même dans mes rêves les plus fous, ça ne pouvait pas aussi bien se passer que ça se passe actuellement. Ça a été un vrai process de leur part et une fois qu'ils étaient sûrs de pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions, ils ont dit oui. Oui. Et on voyait qu'à chaque rendez-vous, parce qu'on a fait plusieurs rendez-vous, elle avait assimilé plein de choses. Sans la rencontrer une fois, mais elle connaissait notre petit garçon, sa personnalité, sans l'avoir rencontré. Vraiment, on est tombé sur une personne assez fabuleuse. Alors, parmi aussi les bonnes choses qui sont arrivées, c'est aussi que vous êtes les parents d'une petite Zoé. Alors, Zoé a 1 an d'écart avec Joachim. Un petit peu plus de 18 mois. Alors, est-ce que justement le fait d'avoir un enfant porteur de handicap, ça vous a incité à avoir un enfant plus rapproché ? Un petit peu. Je pense que initialement, on espérait qu'ils aient 2 ans d'écart. Donc ça a raccourci de 6 mois peut-être. Mais non, en fait, on a toujours voulu plusieurs enfants et on voulait qu'ils soient rapprochés en âge. Donc est-ce qu'on a accéléré un petit peu pour qu'ils soient plus proches ? Oui, mais ça n'a pas changé fondamentalement les choses. Et du coup, la vie de parent avec 2 enfants, en termes là encore d'équilibre, est-ce que c'est bon ? C'est merveilleux. Sincèrement, c'est merveilleux. Les voir au quotidien, c'est fabuleux. C'est de la joie, c'est des rires. Alors, est-ce que c'est de la fatigue en plus ? Oui, je pense que 2 enfants, c'est 3 fois plus de fatigue. Parce que vous n'avez jamais de temps mort. Ça arrête jamais. Ils ont l'idée de jamais dormir en même temps. Donc, non, il y a beaucoup moins de temps mort. Mais non, tout a été en fait, c'est naturel. C'est pas des questions en plus à se poser. Oui, c'est plus de fatigue, mais c'est aussi plus de joie, plus de rire. Et voir la complicité qu'ils auront ensemble, il n'y a rien de plus beau. Et toi, Capucine ? Oui, mais c'est le même point de vue que Nicolas. Je pense qu'on n'a pas accéléré plus que ça. J'ai été rétablie très vite, de toute façon, après la naissance de Joachim. Après, on ne sait jamais quand un enfant arrive. On décide du moment où on commence, mais après, on ne sait pas quand. Et bon, j'ai de la chance que ça a marché très vite pour Zoé. Donc, on était ravis de l'accueillir rapidement. C'est vrai que
quand on avait rencontré les médecins à la naissance de Joachim, tous nous ont dit il faut que Joachim ait des frères et sœurs, parce que je pense qu'ils sont tous conscients de la peur qu'ont les parents après avoir eu un enfant malade ou handicapé. C'est un parcours qui est psychologiquement assez difficile, parce qu'on a encore plus peur, parce qu'on est encore plus conscient des risques que l'on prend en ayant un enfant. Autant quand tout se passe bien, on a une conscience assez floue, on sait qu'il peut y avoir un problème, mais ça reste extrêmement flou et vague. Autant quand c'est arrivé une première fois, on se dit que ça peut arriver une deuxième fois, que ça peut être ça ou autre chose, une trisomie ou autre chose. Et donc on a fait évidemment plus de tests pour Zoé, pour être rassurée, mais jusqu'au bout, de toute façon, on ne peut pas faire des tests sur tout, hein. Il y a des risques qui existent jusqu'à la naissance et même après la naissance. Donc oui, ça a été une grossesse assez difficile. J'ai été moins malade que pour Joachim. J'étais malade différemment, on va dire. J'ai eu plus des brûlures d'estomac à n'en pas finir avec elle. Mais après, psychologiquement, c'était beaucoup plus difficile. Même chose, j'étais bien mieux au travail qu'à la maison parce qu'au moins, je ne pensais pas à ça et que j'étais vraiment focalisée sur mon travail et ça me permettait de ne pas focaliser sur mon ventre. Et voilà, on était heureux qu'elle arrive, qu'elle était en parfaite santé. Pour la petite anecdote, elle est arrivée tellement vite, Zoé, en une demi-heure, elle était là. Enfin, je crois qu'on est entre le départ de la maison et sa naissance, il y a 1 heure. Qu'elle était un petit peu secouée par l'accouchement, je pense, et elle n'a pas respiré tout de suite. Ah, d'accord. Elle a dû mettre, je sais pas, quelques secondes, hein, peut-être 10 secondes ou 20 secondes, j'en sais rien. Mais pour nous, ça a semblé des heures. Oui, bien sûr. Et je me souviens avoir crié, mais elle crie pas. J'étais en panique, Nicolas, je pense que je le voyais pas trop, mais qu'il était comme moi, en syncope. Et en fait, la sage-femme m'a juste dit, non mais elle est arrivée tellement vite qu'elle était un petit peu secouée, elle a pris son temps, elle a crié au bout de quelques secondes. Et en fait, elle allait parfaitement bien. Mais je me souviens que les jours après la naissance, j'étais très dans l'observation pour être sûre qu'elle avait bien eu l'oxygénation dont elle avait eu besoin, qu'il n'y avait pas de soucis, peut-être qu'on me cachait des choses qu'on ne voulait pas me dire, qu'on voulait ménager. Et ouais, j'ai vraiment psychoté. Je ne sais pas si Nicolas avait eu la même psychose que moi. Mais en tout cas, j'avais eu vraiment très très peur. Ouais. Et en fait, elle va parfaitement bien. Elle n'a aucun souci. Et vous formez une jolie famille aujourd'hui. Merci. Ouais, on est très heureux en tout cas tous les 4. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme d'écoute. Le prochain épisode sera diffusé lundi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine en famille. Au revoir.